Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Micros de la Science, le podcast de Science Action Normandie qui décrypte avec vous les questions scientifiques qui font l'actualité de notre région. Aujourd'hui, levons les yeux vers notre étoile et intéressons-nous au potentiel énergétique du Soleil. L'Atrium propose jusqu'au 4 juillet 2021 un focus sur l'énergie solaire dans le cadre de son exposition Luminopolis percer les mystères de l'énergie en Normandie. Dans cet épisode, nous accueillons Bénédicte Clerboux, coordinatrice pédagogique en BTP Énergie au Greta de Rouen dans la vie. Elle est aussi présidente de Synergie, une société citoyenne qui accompagne les Normands dans la réalisation d'installations de centrales de production d'énergie d'origine renouvelable. À ses côtés, Sébastien Duguet, chercheur au groupe de physique des matériaux de l'Université de Rouen. Avant de commencer, quelques éléments d'introduction. L'énergie du Soleil provient des nombreuses réactions chimiques qui ont lieu à l'intérieur de son noyau. Cette énergie nous est transmise par le biais de son rayonnement. Elle est à l'origine de nombreux mécanismes naturels comme la photosynthèse, le cycle de l'eau ou encore la circulation atmosphérique. Depuis toujours utilisée par l'homme, les développements technologiques ont permis d'optimiser son exploitation pour répondre à nos besoins en électricité ou en chaleur. Contrairement aux idées reçues, la Normandie présente un bon potentiel de développement pour l'énergie solaire. Elle compte à ce jour près de 178 MW sur son territoire. Qu'il soit installé chez des particuliers ou regroupé en centrales massives, l'énergie solaire est l'un des moyens de production d'énergie verte les plus accessibles. Bénédicte, Sébastien, bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission sur l'énergie solaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur vous, votre parcours, votre métier ? Oui, bonjour. Alors, Bénédicte Clerboux, je suis ingénieure généraliste en fait de l'école des mines de Douai. Et puis, j'ai eu différentes expériences professionnelles, mais toujours dans le domaine du bâtiment et de la construction. J'ai d'abord été conductrice de travaux dans une grande entreprise de bâtiment. Ensuite, je me suis occupée de patrimoine pour un bailleur social, de gérer en fait la construction et la réhabilitation du patrimoine. Ensuite, j'ai fait un petit détour auprès d'une assurance, d'une grande société d'assurance, toujours en lien avec les entreprises de construction. Et puis, j'ai choisi de rejoindre le Greta pour y organiser des formations dans le domaine de l'énergie, de l'électricité, du chauffage, des énergies renouvelables. Voilà, depuis 5 ans. Donc, j'ai un parcours un petit peu, on va dire, peut-être atypique. Voilà. Et puis, à titre tout à fait là, personnel, j'ai choisi de m'investir, en fait, en tant que citoyenne dans la transition énergétique parce que j'ai pris conscience, il y a quelques années, que la transition énergétique ne se ferait pas sans les citoyens, les citoyennes, tout un chacun, et les enjeux sont extrêmement importants. Le changement climatique est à notre porte, enfin il est arrivé. Il est temps en fait que nous prenions la mesure de ce changement climatique et la transition énergétique est un élément de réponse pour ralentir ce changement climatique. Et donc voilà, avec quelques citoyens, quelques citoyennes, nous avons décidé de créer une société citoyenne de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, donc en lien avec le fournisseur d'électricité vraiment vert qui est Enercop. En fait, voilà, donc nous sommes quelques sociétaires Enercop à avoir voulu créer une centrale, enfin des centrales, installer des centrales de production d'électricité à partir de sources exclusivement renouvelables. Voilà ce que je peux dire. Donc vous gérez plutôt la partie production et Enercop s'occupe de la distribution à la suite. C'est ça. Pour que, en fait, les fournisseurs puissent fournir de l'électricité 100% d'origine renouvelable, eh bien, il faut qu'en face, il y ait des producteurs, des sociétés de production, des entreprises de production. Et en fait, Enercop garantit que l'électricité est réellement d'origine renouvelable en traitant des contrats directement avec des producteurs. Donc, il est essentiel qu'il y ait des systèmes de production. Et on voit bien, en fait, que, voilà, en France, on a un petit peu de mal avec... on voit bien que ce que vous nous avez montré montre qu'on avance. Mais ce qui est important, c'est aussi que les citoyens, tout un chacun, se saisissent des enjeux parce qu'il n'y aura pas de transition énergétique sans économie d'énergie. Donc, il est important que chacun comprenne comment on produit l'électricité et puis comment on la consomme. Comment on peut réduire cette consommation pour arriver à réussir une transition énergétique. Donc c'est dans ces objectifs-là en fait que Synergie s'est créée. Synergie, ça veut dire citoyen normand de l'énergie. C'est très beau. Merci beaucoup. Sébastien, nous vous écoutons.
Bonjour Lucie, bonjour Bénédicte. Tout d'abord, merci pour l'introduction et puis votre invitation. Donc, comme vous l'avez dit, je suis Sébastien Duguet, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rouen. J'effectue mes recherches au sein du groupe de physique des matériaux qui est situé au Madrier, un des plus gros laboratoires de l'Université de Rouen. Alors, concernant mon parcours, pour devenir enseignant-chercheur, il faut d'abord avoir un diplôme équivalent Master 2, donc c'est Bac plus 5. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis ingénieur INSA, je fais mes études à Rennes. Donc ensuite, pour pouvoir devenir enseignant-chercheur, il faut effectuer un doctorat. Voilà, j'ai effectué ma thèse de doctorat en microélectronique à l'Université de Strasbourg, que j'ai obtenu en 2006. Et ensuite, pour devenir enseignant-chercheur, finalement, il faut passer un concours. Voilà, le concours que j'ai passé à Rouen en 2007. Je suis là depuis cette année-là. Alors mes activités de recherche à Rouen, au groupe de physique de matériaux, sont liées aux matériaux qu'on appelle matériaux semi-conducteurs. C'est des matériaux qui sont utilisés à la fois principalement dans le domaine de l'électronique, la microélectronique, mais également du photovoltaïque. Et donc, à ce titre-là, je me suis intéressé de plus en plus au domaine du photovoltaïque. On a développé des collaborations, que ce soit en France avec l'Institut de l'énergie solaire ou à l'étranger avec divers partenaires européens, pour comprendre les cellules photovoltaïques, les améliorer, les analyser. Et également développer un cours au sein de l'école d'ingénieurs ESITEC, qui est une école interne à l'Université de Rouen, sur les matériaux du photovoltaïque. Est-ce que vous avez déjà vu une de vos recherches entrer en application Oui, alors effectivement, alors des cellules qu'on a étudiées avec nos partenaires allemands. Les panneaux, dans leur majorité, sont constitués de cellules en silicium. Alors nous, on a utilisé un autre type de matériau qui s'appelle CIGS, et on a effectivement réussi à comprendre pourquoi et comment améliorer mieux ces panneaux, d'accord, à l'aide d'additifs dans ces matériaux, et donc comprendre l'interaction de ces additifs avec les différents constituants du panneau, de telle manière à améliorer leur rendement. Et donc ensuite, ça rentre en production. Super intéressant, ça promet de très beaux échanges en tout cas. Comme je vous ai dit, le fil rouge de ce podcast, ça va être les interrogations des jeunes Normands. Donc nous sommes allés interroger les élèves de 4e du collège Hyacinthe Langlois de Pont-de-l'Arche dans l'Eure, qui nous ont posé leurs questions sur l'énergie solaire. Donc je vous propose qu'on les écoute ensemble et qu'on tente d'y répondre au cours de cette émission. Les panneaux solaires se changent-ils? Si oui, tous les combien? Ça doit être long de regrouper de l'électricité. En combien de temps peut-on récolter assez pour une maison complète? Est-ce que les matériaux des panneaux sont recyclables? Combien d'énergie peut-on stocker? 4 grandes centrales solaires en Normandie, est-ce beaucoup? Quel pays produit le plus d'énergie solaire et combien? Quel a été le premier pays à vraiment investir dans des centrales solaires? Combien de panneaux est-ce qu'il faudrait pour alimenter la France et la planète en entière? Vu que la Lune reflète la lumière du Soleil, peut-on capter son énergie? Alors voilà pour les questions de nos jeunes Normands. Je vous propose qu'on commence par poser les bases, entre guillemets, à savoir comment est-ce qu'on récupère l'énergie solaire? Est-ce qu'il existe différents types de panneaux solaires? Et comment ça fonctionne finalement? Oui, donc alors le panneau photovoltaïque, alors comme je dis tout à l'heure, c'est la base du panneau photovoltaïque. Ce sont les cellules de matériaux qui sont dits matériaux semi-conducteurs. Donc semi-conducteurs, voilà, c'est des matériaux un peu particuliers qui sont entre les métaux, les conducteurs et les isolants, par exemple, ce qu'on peut avoir dans les vitres, par exemple, le verre. Alors ces matériaux-là, effectivement, lorsqu'ils sont illuminés, il va y avoir en fait l'interaction entre la lumière et la matière, donc les particules de lumière qu'on appelle des photons, et la matière va venir permettre d'arracher des électrons, d'accord, aux atomes constituant la matière. Et ces électrons vont être capables ensuite de conduire le courant. Alors à l'intérieur de ces matériaux-là, ensuite, il faut pouvoir effectivement extraire ces électrons. Alors on crée une structure particulière qui s'appelle une jonction à l'intérieur du matériau, qui permet via un champ électrique de séparer les différentes charges présentes à l'intérieur du matériau. Et ensuite, pour récupérer ces charges-là, qu'est-ce qu'on fait? On vient simplement mettre des contacts donc en face avant et en face arrière du panneau pour récupérer les charges électriques présentes à l'intérieur du matériau. Donc ces illuminations, on va venir générer des charges et donc de l'électricité qu'on va pouvoir récupérer ensuite en connectant un appareil aux différents contacts qu'on a mis sur la cellule. Ok, on force un petit peu le chemin emprunté par les électrons en gros.
Oui, alors effectivement, les semi-conducteurs sont un peu particuliers dans le sens où ils ont deux types de charges. Alors il n'y a pas que les électrons, il y a aussi des charges positives qu'on appelle des trous. Et donc ces deux charges-là, effectivement, vont partir soit dans un sens, effectivement, soit dans l'autre. Et donc on va récupérer ces charges d'un côté et de l'autre du panneau, ce qui va permettre de créer le courant électrique au final. Et il y aura aussi une différence de potentiel qui permet, bien évidemment, de générer une tension. Ensuite, cette tension sera convertie pour pouvoir être utilisée dans nos maisons, par exemple. Ah oui, parce que l'électricité produite par les panneaux, elle n'est pas directement exploitable. Effectivement, la tension qui est issue d'une cellule, grosso modo, c'est de l'ordre de 0, je vais donner un ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 0,7 volts, alors c'est une tension qui est continue. Alors pour pouvoir effectivement l'utiliser dans les maisons, déjà il faut augmenter cette tension-là, c'est-à-dire qu'il faut mettre plusieurs cellules en série, donc on en met par exemple 10 en série, ça fera 10 fois 0,7, ça fait 7 volts par exemple. Et ensuite cette tension-là, elle est toujours continue. Et donc pour l'utiliser dans nos maisons, il faut que cette tension-là devienne alternative, parce que la tension délivrée par EDF, c'est une tension de 220 volts efficace, donc qui est sinusoïdale, donc alternative. Et donc il faut à ce moment-là effectivement un convertisseur, ce qu'on appelle un onduleur, qui permet de convertir la tension continue en tension alternative. Et du coup permet d'utiliser le courant directement. Est-ce que la majorité des installations consomment l'électricité produite immédiatement, ou est-ce qu'il y a des systèmes de batterie pour les stocker, comme une des questions qui a été posée? Le système de stockage en fait de l'énergie, il est aujourd'hui très très coûteux en fait. Les technologies sont pas complètement, enfin elles existent, mais elles sont très très coûteuses. Donc tout dépend de quoi on parle, sans être spécialiste. Ce qui se passe en fait, la difficulté avec l'énergie solaire, c'est qu'elle va produire. On voit bien que la production, elle va être différente selon le moment de la journée en fait. Plus il y a de soleil, et plus il y aura de production d'électricité. Donc on voit bien qu'une journée longue d'été va permettre, par exemple, de produire plus qu'une journée courte d'hiver. Une journée fortement ensoleillée, par exemple, la centrale de Synergie, la première centrale qui a été mise en service par Synergie à Saint-Étienne-du-Rouvray. Le 1er juin, elle a produit de l'ordre de 256 kilowattheures, et le 4 juin, 3 jours plus tard, elle n'en produisait que 66. On voit bien que selon en fait la journée, la production peut être différente. Et le stockage, en fait, aujourd'hui, individuellement, le stockage individuel, si on parle de maisons individuelles, c'est très compliqué. Les technologies ne sont pas encore abouties. Alors, les technologies, elles existent. Mais à un coût alors, le coût, pour l'instant, est effectivement extrêmement élevé. Il y a très peu d'installations qui sont livrées avec des moyens de stockage. Alors, pour le stockage, on peut utiliser des batteries un petit peu comme on utilise pour les voitures, ou des batteries, les batteries 12 volts qu'on a pour les voitures, ou les batteries lithium-ion qu'on utilise dans les véhicules électriques actuellement. Alors, il faut savoir que le coût de ces batteries chute de manière vertigineuse actuellement. Donc je regardais un petit peu sur le site de l'Agence de l'énergie, internationale de l'énergie, qui disait effectivement, alors d'ici 2030, la moitié des installations photovoltaïques seront livrées avec une capacité de stockage, ce qui veut dire qu'effectivement le coût de ces batteries va chuter de manière très importante dans les prochaines années. Je suis étonnée d'entendre que le prix des batteries va chuter, parce que sans être spécialiste, on entend quand même beaucoup le problème des terres rares qui sont difficiles à trouver et qui sont de plus en plus exploitées. Donc, Alors il n'y a pas de terres rares dans les batteries ni dans les panneaux photovoltaïques. Voilà. Ok. Je préciser, voilà. Très bien. D'où l'explication que le prix chute alors. Mais c'est intéressant de poser la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent justement qu'il y a des terres rares dans les panneaux solaires photovoltaïques, alors qu'il n'y en a pas en fait. Et pour répondre à la question, parce que dans l'une des questions, c'était aussi, il y avait l'histoire du recyclage. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher du micro, sinon on ne va pas du tout vous entendre, c'est dommage. Effectivement. Et tout à l'heure, il y a une question sur le recyclage. En fait, justement, les panneaux sont recyclables à 95%, parce que comme Sébastien le disait, c'est composé en fait de matériaux tout à fait classiques, tels que des matériaux du silicium, etc. Donc qui sont tout à fait recyclables en fait. Le silicium, c'est extrait simplement du sable, donc c'est du quartz, c'est
Effectivement, qu'on peut facilement récupérer. On peut facilement le récupérer, on peut facilement le refondre, il n'y a pas de souci. Alors un panneau photovoltaïque, c'est composé de quoi d'autre? C'est composé également d'un cadre d'aluminium. Voilà, Donc l'aluminium, on peut le recycler à l'infini. Il y a un panneau de verre au-dessus, le verre de la même manière. On peut le recycler. Il y a les interconnexions, il peut y avoir de l'argent, du cuivre, de l'aluminium. De la même manière, ça se recycle très bien. La seule chose qui n'est pas encore recyclée pour l'instant, je crois, c'est la partie plastique des matériaux, des panneaux. Mais effectivement, on arrive représente moins de 5% en fait. On arrive à des taux, c'est ça, de 95%, ce qui est énorme et ce qui, je pense, on pourra arriver d'ici peu de temps à quasiment 100% de recyclage sur les panneaux. Et en France, il y a une filière en fait qui s'est constituée de recyclage des panneaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un veut, qu'une entreprise, une collectivité, enfin un particulier installe des panneaux solaires ou fait installer, parce qu'il n'installe pas lui-même, mais fait installer des panneaux solaires, une centrale solaire, eh bien il y a un coût qu'on appelle l'éco-participation qui permet de financer un organisme qui s'appelle PV Cycle, dont le rôle en fait est de collecter, transporter et recycler les panneaux photovoltaïques. Et cette filière a été mise en place et il y a une première entreprise de recyclage qui a été installée près d'Aix-en-Provence, qui a été installée et qui est capable de traiter jusqu'à 40 panneaux à l'heure, à recycler en fait 40 panneaux à l'heure. Donc on voit bien que le recyclage est tout à fait possible, il s'organise et voilà, même si on n'a pas encore atteint en fait, parce que finalement les panneaux, ils ont une durée de vie qui est assez importante. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont capables de durer une quarantaine d'années, au moins. Et non seulement qu'ils sont capables de durer une quarantaine d'années, mais qu'ils sont capables de produire, et aujourd'hui, les fabricants garantissent une production à 80% après, jusqu'à 25 ans, voire 30 ans pour certains. C'est impressionnant. Alors déjà, je ne savais pas du tout qu'il n'y avait pas de terres rares dans les panneaux solaires et que ça se recyclait aussi bien, mais qu'ils avaient une durée de vie aussi longue. Comment ça se fait qu'avec tous ces arguments, le solaire, il reste très largement minoritaire dans le mix énergétique? Alors il est effectivement pour l'instant minoritaire. Alors il était minoritaire parce qu'effectivement les coûts des panneaux étaient très importants jusqu'à il y a une dizaine voire une quinzaine d'années. Alors les prix, il faut savoir, entre 15 ans et maintenant, les panneaux ont été divisés d'un facteur 10, voire plus. Et les prix continuent encore à chuter. Ce qui fait qu'actuellement, si on regarde le prix de l'énergie liée aux installations photovoltaïques, elle est actuellement moins chère, d'accord, aussi chère, voire moins chère que les autres sources d'énergie, comme le nucléaire, comme les centrales à charbon ou autres. Donc actuellement, c'est une des sources qui est devenue même, je crois, j'ai vu des articles où c'était la source d'énergie la moins chère au monde. Et ça va continuer encore à chuter. Eh bien, ça donne envie de s'installer des panneaux solaires sur sa toiture. Alors justement, peut-être combattons un cliché, mais est-ce que ça vaut le coup d'installer des panneaux solaires en Normandie alors qu'on n'est pas la région la plus ensoleillée? On peut se poser la question de est-ce que ça va être rentable? Est-ce que ça va produire suffisamment d'électricité pour que je rentre dans mes frais après l'installation? Alors, dans la notion de rentabilité, il y a non seulement le facteur production, la capacité de production, et il y a aussi le prix d'achat d'électricité. Ça, ce sont deux facteurs importants. En termes de production, oui, bien sûr, en Normandie, on est capable de produire de l'électricité, même si l'ensoleillement paraît est inférieur, c'est pas paraît, est inférieur à ce qu'il est dans le sud de la France. Mais la Normandie, on compare avec l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne a des installations solaires jusque dans le nord de l'Allemagne. Or, la Normandie, on va dire, est au même niveau que le sud de l'Allemagne. Donc, on voit bien que si on compare ces deux pays, ces deux régions, on va dire, on est capable de produire de l'électricité, tout comme en Allemagne, ils produisent de l'électricité à partir de centrales solaires depuis déjà longtemps. Après, effectivement, et on s'aperçoit, nous, avec la centrale, en fait, qui a été mise en place, là, on a installé, là, on est capable de faire un retour d'expérience. On a installé une centrale de 200 mètres carrés de panneaux solaires à Saint-Étienne-du-Rouvray, donc juste à côté de Rouen. Et elle est en fonctionnement depuis combien de temps? Juste pour avoir une idée de sa longévité, on va dire.
Alors, elle est en fonctionnement depuis septembre 2020. Okay. Les travaux ont été un peu retardés avec le confinement. Elle devait être mise en service un petit peu plus tôt, mais bon, on a quand même réussi à mettre en service. Depuis septembre 2020, elle fonctionne. Et en fait, on est capable d'aller voir. En fait, on a un logiciel qui nous permet de regarder la production au jour le jour, demi-heure par demi-heure même. Et en fait, on constate depuis septembre, en cumulé, qu'on a une production qui est supérieure de 20% à peu près à ce qui était prévu. Déjà. Et après, en termes de rentabilité, le deuxième paramètre, c'est le prix, le coût d'achat de l'électricité. Et aujourd'hui, en France, le coût d'achat est assez faible, en fait. Il avait été important à un moment donné, au moment où on voulait favoriser la filière photovoltaïque, mais ce coût d'achat a beaucoup diminué. Donc, c'est là que l'équilibre est difficile à tenir, en fait. Il peut être... En Normandie, on est un petit peu, on va dire, à la limite. Voilà. Mais c'est tout à fait prometteur et en tout cas, c'est tout à fait techniquement possible. Non, allez-y. C'est pour dire qu'il y avait aussi il y a de nombreuses industries en Normandie qui ont équipé leur toit de panneaux photovoltaïques. J'ai visité récemment notamment un magasin de meubles qu'on connaît, un magasin de meubles suédois. Sur ces toits, il faut savoir, à Torville, il y a effectivement tout un système de panneaux photovoltaïques qui alimentent, qui leur permet d'autoconsommer durant la journée et qui représente, je ne sais plus, c'était de l'ordre d'une trentaine de pourcents. Ça paye leur facture, 30% de la facture d'électricité, sachant que le coût de l'électricité a tendance, plutôt ces dernières années, à largement augmenté. Justement, vous parliez d'autoconsommation. Est-ce que vous pourriez expliquer qu'est-ce que l'autoconsommation ? En quoi l'énergie solaire est particulièrement adaptée à ce mode de fonctionnement et cette relation avec l'énergie ? À la différence de centrales nucléaires, en fait, dans des centrales nucléaires, la production d'électricité, elle est centralisée à un point donné dans les réacteurs. Et ensuite, vous avez des systèmes de distribution qui viennent apporter l'électricité au plus près de la consommation. Donc, dans les entreprises, dans les logements. Pour les installations solaires, on est capable d'installer des centrales solaires au-dessus des bâtiments, par exemple, ou au sol, à proximité de là où on l'utilise, en fait. Là, comme l'exemple que donnait Sébastien, c'est-à-dire sur le toit d'un bâtiment commercial, on est capable donc d'installer des centrales solaires qui vont produire de l'électricité. Et physiquement, si on s'en tient justement purement à l'aspect physique, l'électricité qui sera consommée par le bâtiment, enfin par l'usage, le commerce qui est situé dans le bâtiment, eh bien, il ira prioritairement utiliser l'électricité qui est produite à proximité, en fait. Ça, ce sont les lois de la physique. Donc, c'est là qu'on parle d'autoconsommation. Après, il y a des notions aussi, on va dire, un peu juridiques, dans le sens où on installe une centrale solaire qui va produire de l'électricité et on va installer des compteurs, en fait, qui vont permettre de comptabiliser, en fait, l'électricité qui est utilisée sur place par l'utilisateur, par le commerce, par exemple, là, en l'occurrence dans l'exemple. Et puis, quand il y a trop de production par rapport à la demande, eh bien, il y aura une partie de l'électricité qui va être injectée sur le réseau et qui va permettre d'alimenter d'autres bâtiments, d'autres structures et d'autres besoins. C'est très bon système de fonctionnement et d'autant qu'on le voit de plus en plus se développer à l'échelle des industries. Enfin, je pense à la ferme des Peupliers, par exemple, qui a installé des centrales solaires sur les toits de ses bâtiments et même plus largement à l'échelle de collectivités. Je pense à Malonnet qui a mis en place une grande politique de développement des énergies renouvelables et qui a installé des panneaux photovoltaïques sur le toit de son église, par exemple, qui permet d'alimenter les bâtiments. Là, on parle surtout d'installations locales, mais est-ce que les projets de grandes centrales solaires, je pense au projet de l'aéroport de Deauville-Normandie, dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps, 45 hectares de panneaux photovoltaïques. Est-ce qu'on reste dans la dimension très locale et énergie de proximité du solaire à ce niveau-là, où on peut envisager des productions beaucoup plus industrielles de l'énergie en mode solaire? Je ne sais pas si la question est très très claire. Je pense qu'il faut les deux, en fait. Il faut les deux. Il faut rien négliger parce que les besoins sont quand même importants, mais il ne faut pas perdre de vue.
il faut jamais perdre de vue quand même quels sont les besoins et regarder nos besoins. Sont-ils indispensables? Comment est-ce qu'on peut les rendre, enfin comment est-ce qu'on peut les réduire en fait aussi? Parce que ça c'est important. On est un peu dans une société de croissance où on a l'impression peut-être d'être dans un monde infini. Or on sait bien qu'on est quand même dans un monde fini. Enfin, on découvre les limites. Voilà, on en découvre les limites et donc c'est aussi important de se dire quels sont nos besoins et est-ce qu'ils sont fondés, nos besoins, et comment est-ce qu'on peut travailler pour les diminuer, pour mettre en phase en fait la production avec la consommation. Ça, je pense que c'est indissociablement lié. On peut pas se dire on va produire pour produire. On n'en est plus là aujourd'hui. C'est probablement ce qui a motivé en fait beaucoup de démarches antérieurement, tant qu'on était dans l'idée que voilà, la consommation c'était un objectif en soi. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a fait le constat que on est obligé de réfléchir à d'abord comment on va consommer et quels sont nos besoins réels pour mettre en adéquation la production face à ses besoins réels, effectifs. Voilà, ça, effectivement, on a besoin des deux, c'est-à-dire on a besoin des installations qu'on peut avoir sur les toits des maisons parce que ça permet de réduire nos consommations aussi. Donc on autoconsomme une partie, on peut éventuellement alimenter la maison du voisin quand on a trop de production par rapport à ce dont on a besoin. Et on a aussi besoin, je pense aussi, des grosses centrales qui vont permettre, à proximité d'industries ou de villages ou de villes, de permettre d'alimenter ces villages ou ces industries à une période donnée, surtout pendant la journée. Après, je pense que ce qui est important aussi, par exemple, si on installe des panneaux solaires au sol, il est important aussi peut-être de ne pas consommer, par exemple, de terres agricoles qui pourraient être utilisées à une vocation agricole. Aujourd'hui, on fait vraiment on a vraiment cette réflexion-là en amont, c'est-à-dire qu'on installe prioritairement, et ça s'est fait en Normandie, la première grande installation, elle s'est faite sur un site industriel pollué, dont il était, on pouvait rien faire d'autre de ce site. Et donc, l'idée d'installer des panneaux solaires sur des sites pollués, ça a quand même un intérêt d'utiliser une friche industrielle, inexploitable, plutôt que d'aller installer des panneaux solaires en pleine nature ou dans des installations qui pourraient être utilisées pour l'agriculture, par exemple, pour les besoins de l'alimentation. Finalement, j'ai l'impression que l'énergie solaire, c'est très polyvalent, c'est facilement accessible et ça a l'avantage aussi de rapprocher le consommateur de la production et comme vous le disiez Bénédicte, d'avoir une réflexion sur qu'est-ce que je consomme, pourquoi je le consomme et d'avoir une vraie visibilité sur combien je produis, combien je consomme et peut-être mener une réflexion à ce niveau-là. Quand on a des panneaux photovoltaïques, on va plutôt consommer en journée, essayer de consommer en journée que la nuit ou autre. Donc on lancera sa machine à laver en journée plutôt que la nuit. Et du coup, ça implique des changements finalement d'habitude. Parce qu'avec la production nucléaire, on avait une production qui était constante, en permanence, quasiment constante. Après, il peut y avoir des arrêts pour la maintenance, des arrêts, voilà. Mais on va dire qu'on a une production qui est intense et assez régulière. Avec l'électricité, avec la production solaire, en fait, on voit bien qu'on a une production qui n'est pas la même en fonction de la journée, en fonction du moment de l'année, etc. Donc, avec aujourd'hui les outils qui sont à notre disposition, notamment les compteurs, Linky, et puis les systèmes de régulation du réseau, en fait, on a intérêt à rapprocher, en fait, la consommation. On peut jouer sur la consommation. On a intérêt à la rapprocher de la production. Donc, à changer nos habitudes de vie, comme, par exemple, effectivement, mettre en marche des machines à laver dans la journée plutôt que la nuit quand on avait les tarifs creux. Enfin, voilà. Ce sont effectivement des changements dans nos vies, finalement. Donc, c'est important que les gens soient sensibilisés à ça. Il y a certains opérateurs qui commencent à proposer des abonnements où, effectivement, le prix de l'électricité va varier en fonction de la journée. En fonction de la production des énergies renouvelables, parce qu'il y a plus de production d'énergie renouvelable, le tarif sera moins cher. Donc ce sera à nous de jouer avec ça pour en profiter au maximum. Là, on a beaucoup parlé de l'énergie solaire en France et en Normandie. Si on prend un peu plus de hauteur pour se situer par rapport aux autres pays, aux autres régions, est-ce qu'on est les mieux placés dans le développement de l'énergie solaire à l'échelle mondiale ou
au contraire, est-ce qu'on est, j'irais pas jusqu'à dire un petit peu à la traîne, ou est-ce que d'autres ont pris le train avant nous ? Effectivement, d'autres pays ont pris le train avant nous, parce que en fait, il y a 4 pays en fait qui utilisent, enfin qui possèdent plus des 2/3 de la puissance solaire en fait photovoltaïque. C'est la Chine. La Chine a pris un essor, en fait, la production solaire en Chine a pris un essor phénoménal, parce que en fait, en Chine, non seulement la plupart des panneaux solaires sont fabriqués là-bas, mais en plus, les centrales solaires sont installées. La Chine, à elle seule, concentre 35% de la puissance totale. Derrière, en fait, on a les États-Unis, le Japon, l'Allemagne. Et la France, pour l'instant, même si elle a un potentiel, il n'est pas encore exploité, en fait. Après, ouais, là, il faut voir aussi un petit peu à l'échelle de l'Europe, parce que si on considère la Chine et les États-Unis, alors voilà, il faut garder un territoire peut-être un peu plus gros. Alors si on regarde l'Union européenne dans son ensemble, on est en 2e position. Si on prend tous les pays de l'Europe, on est derrière la Chine en termes de production d'énergie, hein, pas en production de panneaux, parce que là, comme disait tout à l'heure Bénédicte, la majorité des panneaux sont fabriqués en Chine. Néanmoins, il y a quand même des initiatives de production de panneaux solaires. Donc en France, il y a une usine qui va peut-être voir le jour à Ambars, en Moselle, pour produire énormément de panneaux photovoltaïques en France, et donc réduire le coût CO2 des panneaux, éviter leur transport de Chine vers la France, par exemple. Oui, l'énergie solaire, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu la grande période de développement. Enfin, il y a eu un petit coup d'accélérateur. Pendant très longtemps, on en entendait parler un petit peu, mais c'était pas au cœur de l'actualité, on va dire. Et de plus en plus, c'est des choses qui reviennent, où on entend des projets de centrales solaires qui se montent, même en termes d'innovation, en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, qui deviennent de plus en plus performants, transparents, souples, etc. D'ailleurs, peut-être que Sébastien, vous pourrez nous répondre. Quand on pense panneau solaire, on a l'image du panneau photovoltaïque, le grand carré noir posé en toiture. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres formes pour les panneaux photovoltaïques qui seraient plus facilement exploitables en ville, par exemple ? Alors oui, il y a plein de types de panneaux qui existent déjà. Alors les panneaux dont vous parlez qui sont noirs, alors ils sont plutôt, la couleur de base c'était plutôt bleu, hein, c'est un reflet bleuté. C'est vrai que maintenant il y a plutôt des aspects noirs. Alors la majorité des panneaux, on l'a dit, c'est des panneaux silicium, effectivement, qui sont rigides. Alors on peut très bien avoir des panneaux même un peu transparents qui existent maintenant, hein. Alors il y a des nouvelles cellules qui arrivent, qui ont des propriétés très intéressantes. Les cellules perovskites qui peuvent être même couplées avec le silicium, hein. Donc ça c'est des travaux, voilà, c'est des travaux de recherche, hein, récents, qui ont permis justement l'essor de ce nouvel type de cellules. Et effectivement, voilà, il y a des cellules qui peuvent être transparentes, donc on peut mettre un peu comme ombrière, on peut les utiliser sur des vérandas ou autre, et déjà récupérer une partie de l'énergie solaire avec ces panneaux, et donc les intégrer en ville, sur des bâtiments. Il peut y avoir aussi des films souples qui peuvent arriver, donc on peut les mettre plus facilement en place sur des murs, sur des façades. Donc oui, effectivement, il y a plein de choses en cours. Donc on pourrait se projeter parce que la France est un pays très vieux, très construit, et on imagine assez difficilement par exemple le centre-ville de Rouen se mettre au solaire, tellement l'architecture est contrainte. Sauf que si les panneaux deviennent de plus en plus souples, transparents, etc., ça pourrait s'intégrer plus facilement dans les villes et ne plus être limité soit aux bâtiments neufs, soit aux grands espaces comme la friche dont vous parliez, Bénédicte. Oui, effectivement, il y a des contraintes. En fait, on ne peut pas installer une centrale solaire n'importe comment. En fait, il faut une orientation idéale. Il y a une orientation idéale dont il ne faut pas trop s'éloigner, hein, même si on a une marge de manœuvre. Il y a une orientation donc plutôt vers le sud, et puis on peut en dévier un tout petit peu, mais très peu. Donc effectivement, ça impose des contraintes.
Après, avec l'évolution des matériaux, oui, effectivement, on aura probablement plus de possibilités. Mais bon, il y a déjà quand même, je pense à l'échelle, je ne suis pas sûre que c'est encore été fait dans toutes les collectivités, il y a des potentiels sur de nombreux bâtiments. Parce que quand on parle de toiture plate, par exemple, et on a quand même un certain nombre de bâtiments, y compris de logements, d'hôpitaux, d'écoles, de centres universitaires, etc., où vous avez des toitures plates, par exemple. Et là, vous pouvez installer les systèmes comme vous voulez, selon l'orientation que vous souhaitez, idéale, avec l'inclinaison idéale. Enfin, voilà, on peut vraiment faire ce que l'on veut. Parce que ce qu'il faut aussi, quand on installe, il faut penser aussi, il ne faut pas d'ombre portée sur les panneaux solaires. Il ne faut pas que quelque chose vienne faire de l'ombre qui empêcherait ou réduirait la production des panneaux. Donc c'est vrai que tout ça, c'est à prendre en compte lors d'une installation d'une centrale solaire. Oui, puis il y a encore des nouveaux types de panneaux qui arrivent. Par exemple, il y a les panneaux bifaciaux, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir absorber la lumière d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les mettre, par exemple, à la verticale. Et donc, ils vont recevoir l'énergie du soleil quand il se lève, du soleil quand il se couche, et donc ils vont pouvoir être adaptés justement au pic de production, enfin de demande d'énergie donc des habitants. Donc là, aujourd'hui, on a surtout parlé de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en électricité, mais je crois qu'il existe d'autres sortes de panneaux. Je pense aux panneaux thermiques notamment, qui permettent de transformer l'énergie du soleil en chaleur pour pouvoir alimenter une maison, par exemple, en eau chaude et en chauffage. Quelle est la différence en termes de panneaux? Qu'est-ce qui change entre un panneau photovoltaïque et un panneau thermique? Alors un panneau solaire thermique, en fait, c'est simplement l'énergie en fait qui est produite par la chaleur, et la lumière du soleil. Elle sert à alimenter des conduites qui contiennent de l'eau ou un fluide qui va se réchauffer en fait et qui va permettre de réchauffer par exemple un logement ou alimenter de l'eau chaude sanitaire pour pouvoir prendre une douche ou un bain ou faire de la cuisine avec de l'eau chaude. Voilà, c'est ce principe-là, c'est ce qu'on appelle les panneaux solaires thermiques. Voilà, donc on ne fait que de réchauffer de l'eau finalement avec les panneaux solaires. Les panneaux solaires thermiques, oui. Alors, il existe aussi des systèmes en France. J'avais. Oui, il y a une start-up française qui permet justement, qui a allié les deux, c'est-à-dire qui à la fois met des cellules photovoltaïques au-dessus du panneau et en dessous du panneau, créer un réseau de canaux qui permet justement de récupérer, parce qu'un panneau photovoltaïque va aussi chauffer un petit peu, si vous le mettez en plein soleil forcément, et donc il récupère l'énergie calorique du système pour chauffer l'eau. Et donc permet aussi de réduire la température du panneau qui peut réduire légèrement son rendement. Donc on peut allier les deux. En fait, il faut savoir qu'un panneau, c'est pas parce qu'il fait très chaud que le panneau va plus produire. Au contraire, en fait, il y a un échauffement et quand ça s'échauffe trop fort, ça peut réduire la production. Donc l'idée, c'est de ne pas perdre cette chaleur qui est produite en fait et de la récupérer pour aller chauffer de l'eau. On peut allier les deux, quoi. Voilà. On peut allier les deux. C'est deux types de panneaux différents, mais effectivement, ils peuvent s'allier les deux. Il y a une start-up qui a créé ça récemment. Et avant de clôturer cette émission, j'aimerais quand même qu'on réponde à une question qui m'a interpellée dans la liste faite par nos collégiens, qui est, vu que la Lune reflète la lumière du Soleil, est-ce qu'on peut imaginer capter l'énergie de la Lune la nuit et du coup avoir une production jour-nuit avec des panneaux? Alors l'énergie lumineuse, effectivement, alors c'est une bonne question. Alors effectivement, on a l'impression que, parce que nos yeux sont habitués au noir, que la Lune éclaire fortement. En fait, c'est pas le cas. L'énergie lumineuse reflétée par la Lune, c'est environ 100 000 fois inférieur à ce qui peut nous arriver durant la journée. Donc lorsqu'on a le soleil. La preuve, c'est qu'on ne peut pas regarder le soleil directement dans les yeux, sans se brûler, alors que vous pouvez très bien regarder la Lune comme ça. Et donc, vous pouvez faire l'expérience par vous-même. Vous mettez un panneau photovoltaïque dirigé en face de la Lune, de la pleine Lune. Vous verrez, vous mettrez un voltmètre aux bornes du panneau, vous verrez qu'il ne se passe rien. Donc on ne peut pas récupérer cette énergie-là parce qu'elle est trop faible pour finalement faire marcher les panneaux photovoltaïques. Pas de panneau lunaire alors? Pas de panneau lunaire, non.
Pas de panneau lunaire alors, dommage. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie d'y avoir participé. Les échanges étaient vraiment très, très, très intéressants. Donc, comme je vous l'ai dit, on va écrire une petite conclusion à partir de tout ce qui s'est dit pour tout récapituler. Et puis on vous enverra la version finale quand elle sera finie. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, vraiment. Merci. Comme nous venons de l'entendre, l'énergie solaire en Normandie présente de réels atouts. Moyen de production électrique locale, il se déploie à l'échelle régionale avec la construction de champs photovoltaïques, mais aussi à l'échelle d'un bâtiment en installant quelques panneaux sur la toiture afin de favoriser l'autoconsommation. Dans cet épisode, nous avons surtout parlé de panneaux photovoltaïques qui permettent de transformer la lumière du soleil en électricité, mais il existe également des panneaux thermiques qui la convertissent en chaleur afin de chauffer un bâtiment. La filière solaire en pleine expansion est représentée au sein du campus des métiers et des qualifications des énergies et de l'efficacité énergétique. Par exemple, à Louviers dans l'Eure, le lycée des Fontenelles propose des filières professionnelles destinées à former les électrotechniciennes et les électrotechniciens de demain. Vous avez écouté Les Micros de la Science, un podcast produit et réalisé à l'Atrium par Sensation Normandie. Notre prochain rendez-vous sera sur le thème de mix énergétique à la découverte de sa composition et de ses évolutions.